la présentation, puis ensuite pour l'Assemblée générale. Je vous demanderais, vous devez commencer à être habitué avec Zoom, là, à fermer vos micros si ce n'est déjà fait. Et puis, au cours de la présentation, il va y avoir possibilité de poser des questions. Fait qu'on vous invite à les écrire dans le chat. Comme ça, on pourra nous les poser aux conférenciers. Si ce n'est fait aussi, je vous invite à vous renommer là, pour qu'on ait votre vrai nom, c'est plus facile. Comme on n'est pas en personne, mais au moins qu'on ait les noms de tout le monde. Donc, vous devez commencer à être un peu habitué avec les procédures Zoom, là, après 1 an et quart, presque 1 an et demi là, de vie en virtuel. Là. Donc, c'est encore. On espère que ça va être notre dernière AGA. C'est la deuxième qu'on fait en ce mode-là. On espère que ce sera notre dernière. Alors, c'est ça. Si aussi en cours de route, vous avez plus des questions techniques, là aussi les poser dans le chat, puis on s'efforcera d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais introduire le thème d'aujourd'hui. Juste un petit instant. Excusez-moi. Oui, c'est ça. On va avoir une conférence avec M. Pierre-Olivier Pinault que Mathieu va vous présenter dans un instant. Le thème, c'est post-COVID, passons à l'action climatique. Ben, c'est ça, depuis plus qu'un an, la crise sanitaire causée par la COVID, ça a perturbé beaucoup nos vies personnelles, mais aussi le fonctionnement de nos sociétés. Là, il y a bon espoir que ça achève. Avec les progrès de la vaccination, là, on peut entrevoir qu'on va revenir un peu comme avant bientôt. Et puis, c'est sûr que beaucoup d'acteurs politiques et économiques veulent une reprise, une relance assez rapide, assez vigoureuse, parce qu'il y a eu des dépenses très importantes qui ont été engagées par les gouvernements dans le cadre de la COVID. Alors, c'est sûr que c'est tentant de se relancer dans des grands chantiers de construction, des chantiers d'exploration, exploitation des ressources, ainsi de suite. Mais nous, on croit que la relance, c'est justement le moment d'amorcer une vraie transition, une transition socio-économique et écologique pour rapidement s'engager vers une société carboneutre. Vous savez que c'est l'objectif de la coalition et de plus en plus de groupes et d'organismes. Alors, quelles sont les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui et aussi quelles sont les embûches? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on retombe dans les anciennes ornières et qu'on manque l'occasion de repenser un peu autrement notre économie? Puis comment on peut faire ça dans les délais que nous dicte l'urgence climatique? Parce qu'on sait qu'on a de moins en moins de temps pour agir. Alors, il faut se lancer quand même rapidement dans l'action. Alors, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour. Donc, notre conférencier, professeur Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire au département des sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire d'une chaire de gestion du secteur de l'énergie depuis décembre 2013. Il est un des spécialistes des politiques énergétiques, notamment du secteur de l'électricité. Il a publié de nombreux articles sur le secteur de l'énergie, dont la plupart explorent les liens entre l'énergie et certains aspects du développement durable. Il intervient régulièrement dans les médias pour analyser l'actualité énergétique. Il a produit divers rapports pour le gouvernement et organismes publics. Il siège également sur le comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec depuis avril 2021. Donc, ça fait à peine un mois. Félicitations pour cette nouvelle responsabilité. Et donc, sur ce, merci très chaleureux de votre présence. Et puis, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et l'invitation à présenter. Donc, j'ai partagé mon écran. Donc, vous devriez voir mes présentations. Avant de commencer, je vous invite à écrire, si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai un deuxième écran et donc je vais jeter un coup d'œil de temps en temps sur les questions qui peuvent apparaître dans le chat. Et si ce sont des questions qui
qui sont de clarification, je vais pouvoir y répondre tout de suite. Et sinon, on va pouvoir avoir une période de questions là, vers 4h40, 4h30, 4h35, 4h40. On va avoir une période de questions et d'échanges. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions par la suite. Donc, je suis très content d'avoir été invité par la Coalition Climat Montréal. Évidemment, la lutte au changement climatique est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. C'est sûr que je m'occupe du secteur de l'énergie, mais comme vous le savez, le secteur de l'énergie est extrêmement lié à la crise climatique. Donc, si on veut agir sur le climat, c'est pas la seule chose qu'on doit changer, mais on doit changer en grande partie. On doit changer nos systèmes énergétiques à peu près complètement. Mais on doit aussi faire d'autres choses. Donc, en fait, on a beaucoup de choses à faire et on va passer un petit peu en revue comment passer à l'action climatique le plus rapidement possible pour ceux qui ne sont pas déjà dans l'action climatique. Ma présentation, elle est en 4 grandes parties. On va faire un petit panorama de l'énergie et des gaz à effet de serre au Québec, donc simplement pour nous donner une vision de où on en est au Québec à ce niveau-là. Après, on va parler des plans de relance dans le budget fédéral, le plan de relance québécois qui en grande partie est et le plan pour une économie verte qui est le plan de lutte contre les changements climatiques que le gouvernement a dévoilé en novembre 2020. Donc, on était déjà dedans, il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans la pandémie et il a transformé un petit peu ce plan de lutte contre les changements climatiques en plan de relance. C'est pour ça qu'on peut les associer. Dans le 3e point, on va parler de certains éléments positifs parce que souvent on peut déprimer, mais il y a quand même des choses positives qui se passent. Mais évidemment, il reste beaucoup à faire et ça va nous permettre de conclure. Et si vous n'en avez pas assez, on pourra continuer avec des défis plus techniques qui sont plus détaillés dans les diapositives que j'ai mises là, mais que en fait, j'ai pas vraiment l'intention de couvrir à moins qu'il y ait des questions spécifiques là-dessus. Ma présentation va pouvoir être entièrement disponible par la suite si jamais vous voulez avoir la présentation en tant que telle. Donc là, il y a Elisabeth qui pose une question qui n'est pas une question de clarification encore, alors on la gardera pour la période de discussion sur l'économie en maintien ou en décroissance, donc on va pouvoir en parler par la suite. Mais commençons donc par la première partie qui est ce bilan de l'énergie au Québec. Donc là, vous avez une image qui contient beaucoup de choses et on ne va pas passer en détail sur chaque élément, mais c'est le système énergétique québécois. Ça décrit d'où viennent nos énergies. Donc, sur la gauche de l'image, vous voyez les différentes sources d'énergie. Et on a 2 piliers énergétiques au Québec. En bas, vous voyez le pétrole, qui est la grosse bande noire. Et en haut, vous voyez l'hydro, qui est la grosse bande bleue, qui sont les 2 principales sources d'énergie que nous utilisons au Québec. Évidemment, on en a d'autres. On a au milieu, vous voyez, le gaz naturel. En haut, il y a aussi l'éolien, il y a la biomasse. La biomasse, c'est le bois essentiellement qu'on utilise. On importe de l'hydroélectricité du Labrador. Donc là, vous voyez dans une 2e bande bleue d'hydroélectricité qui représente nos importations d'électricité hydroélectrique du Labrador. Et on a un petit peu de charbon qui est dans le système, qui va beaucoup dans l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette énergie-là, elle va essentiellement dans 3 secteurs, le secteur du bâtiment, le secteur industriel et le secteur des transports. Et ça, ce sont donc les 3 grands secteurs de consommation. Il y a une question ici de Mathieu qui dit « ça ne semble pas comprendre le fait que nos voitures roulent 80% à vide ». Effectivement, il y a une source d'inefficacité qui est illustrée sur ce graphique, c'est les pertes énergétiques, c'est-à-dire la chaleur qui se dégage des véhicules. Donc là, quand vous voyez l'énergie utile par rapport aux pertes énergétiques, c'est qu'un moteur de véhicule à essence va en fait utiliser seulement 20% de son énergie pour bouger et 80%, ça va être des pertes de chaleur, des pertes mécaniques de la friction de la transmission. Donc, le véhicule à essence est par définition même très inefficace. Même s'il était plein, le moteur serait inefficace. Et là, ça, c'est évidemment une couche supplémentaire d'inefficacité. C'est que les voitures sont vides, c'est ce que Mathieu souligne dans son commentaire sur le chat.
Et c'est vrai que toutes les inefficacités de notre système ne sont pas résumées sur ce graphique-là, qui a déjà beaucoup de choses, et qui montre en fait donc toutes les pertes énergétiques qu'on a pour l'énergie utile qu'on utilise. On a d'autres pertes dans le secteur industriel, donc ça c'est de la chaleur, encore une fois, qui se perd. On pourrait faire des boucles de chaleur, faire de l'économie circulaire, récupérer cette chaleur, par exemple, pour chauffer des serres. Et donc, d'une manière générale, quand on entend beaucoup parler ces derniers temps de Hydro-Québec qui va avoir un tarif spécifique pour faire pour les serres du Québec, pour avoir de l'agriculture plus québécoise. Eh bien, c'est un petit peu triste de se dire qu'au lieu d'encourager une économie circulaire et de récupérer cette chaleur industrielle qui sera générée de toute manière, soit à travers la biomasse ou encore malheureusement avec des hydrocarbures ou même avec de l'hydroélectricité, mais il y a de la chaleur qui se perd. Cette chaleur-là, elle pourrait être utilisée par des serres plutôt que d'utiliser de l'électricité nouvelle supplémentaire que Hydro-Québec va leur vendre dans des tarifs d'électricité. Donc ça, c'est des changements qu'on pourrait faire et qu'on n'utilise pas aujourd'hui parce qu'on est un peu trop pressé puis on veut développer une agriculture plus québécoise, plus locale trop rapidement. Donc, ça fait partie des choses à changer. Dans les bâtiments, il y a des pertes énergétiques, mais en fait, ce qu'on devrait viser, puis je vais revenir là-dessus, c'est diminuer la quantité d'énergie qu'on utilise dans les bâtiments en ayant des enveloppes thermiques de bâtiments plus performantes pour diminuer la chaleur à injecter dans les bâtiments pour les chauffer l'hiver. Donc, on a un grand système énergétique. Une dernière chose que je veux mentionner, enfin non, deux choses que je veux mentionner. Le pétrole prend beaucoup d'espace, vous le voyez dans le système, et on a ici des applications non énergétiques du pétrole. Et alors, des fois, il faut se rappeler de ça, que souvent on pense que le pétrole, c'est l'ennemi numéro un, et c'est vrai que le pétrole, c'est l'ennemi numéro un pour le climat, mais on ne va pas pouvoir se débarrasser complètement du pétrole. Sans doute que parmi vous, il y a des cyclistes qui sont là. Je sais que Mathieu, par exemple, est un cycliste. Moi-même, je suis un cycliste et je vais vous confier que j'apprécie beaucoup d'avoir des routes asphaltées, des pistes cyclables asphaltées. L'asphalte, c'est un dérivé du pétrole. Environ 10% du pétrole mondial et québécois est utilisé pour des utilisations non énergétiques et la principale en volume, utilisation non énergétique du pétrole, c'est l'asphalte. Donc, il faut rêver d'un monde avec beaucoup moins de pétrole, mais peut-être qu'on va quand même vouloir conserver des routes asphaltées ou au moins des pistes cyclables asphaltées. Et donc, on aura encore certains besoins en produits pétroliers qui vont être là, mais évidemment, ils vont être très, très, très réduits par rapport à notre consommation actuelle qui est gargantuesque. Et Mathieu a découvert que j'ai été à la Cordée essayer de faire réparer mon vélo hier et j'ai eu des déboires de bicyclette effectivement hier, mais je ne vais pas vous raconter mes déboires de bicyclette hier parce que ce serait hors sujet. La deuxième chose que je vais vous dire qui est très positive par rapport à notre énergie au Québec, c'est qu'on a la chance, et ça c'est assez unique sur Terre, d'avoir à peu près la moitié de notre système énergétique qui est déjà en énergie renouvelable et l'autre moitié, c'est de l'énergie fossile. Donc, l'énergie fossile, c'est ce qui va être à enlever, mais la moitié ici, c'est de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est assez unique sur Terre. Il n'y a que l'Islande et la Norvège qui ont autant d'énergie renouvelable dans leur système énergétique. Donc, le Québec a un système énergétique qui est déjà basé sur une très grande proportion d'énergie renouvelable. Et ça, c'est une chance inouïe qu'on a. Donc, il faut être content de la bonne position de départ, mais évidemment, ça ne doit pas nous exempter de faire mieux et d'agir pour réduire les gaz à effet de serre. D'où viennent ces gaz à effet de serre? Là, vous voyez dans un deuxième graphique avec beaucoup de choses, d'où viennent nos gaz à effet de serre au Québec. Là, vous voyez la totalité, on a 82 millions de tonnes de gaz à effet de serre au Québec. La grosse majorité, ça vient du pétrole. Ici, vous voyez 45 millions de tonnes du pétrole et surtout pour le transport. Donc, le pétrole, c'est l'ennemi numéro un pour les gaz à effet de serre et c'est surtout le secteur du transport qui est l'ennemi numéro un pour les gaz à effet de serre, mais ce n'est malheureusement pas le seul. On a d'autres coupables pour les gaz à effet de serre. L'industrie, comme vous le voyez, la consommation d'énergie en industrie, aussi coupable de 14 millions de tonnes. Dans les bâtiments, on a presque 10 millions de tonnes pour le chauffage des bâtiments. Et évidemment, on a aussi des émissions de gaz à effet de serre qui viennent en dehors du secteur de l'énergie. On a l'agriculture, 8 millions de tonnes, donc ça fait 10% de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'agriculture, et ça, c'est essentiellement lié à l'élevage animal.
On pourra revenir là-dessus si vous avez des questions. On a les procédés industriels, par exemple l'aluminium. On fait beaucoup d'aluminium au Québec avec de l'électricité propre. Et donc ça rend notre aluminium beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Mais dans le procédé d'électrolyse de l'alumine, eh bien, on a beaucoup de CO2 qui est émis, pas à cause de l'énergie, mais à cause du procédé pour enlever l'oxygène de l'alumine, parce que l'alumine, c'est des atomes d'aluminium et d'oxygène. Et pour faire de l'aluminium, il faut enlever l'oxygène. Donc, on l'associe à du carbone pour faire du CO2. Et on a aussi le secteur des déchets qui est là. Le secteur des déchets, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on est en campagne électorale municipale à partir de maintenant. Les déchets, c'est géré par les municipalités et les municipalités, vous le savez, ne font pas assez d'efforts pour bien gérer les déchets. On a un BAP actuellement sur la gestion des résidus ultimes qui sont enfouis encore dans des trop grandes quantités aujourd'hui. Ça, les déchets, c'est quelque chose sur lequel les municipalités ont un impact direct et nous, les citoyens, on peut s'engager pour réduire nos déchets. Donc, c'est pas mineur. Enfin, dans le bilan total de gaz à effet de serre, c'est quand même 5 millions de tonnes, c'est important. Jean-Christophe demande, ça, ce sont les émissions de l'inventaire québécois, c'est territorial, c'est sur le territoire du Québec. Ça n'inclut pas les importations, c'est un très bon point. Nos importations comptent. Il y a des études qui sont faites pour regarder comment notre bilan changerait si les importations liées à notre consommation étaient prises en compte. Et grosso modo, ça serait entre 10 et 20% de nos émissions sur notre territoire devraient être augmentées si on prenait en compte nos importations qui sont liées à notre consommation. Donc, quand on importe un téléphone cellulaire comme celui-ci, eh bien, il est fait probablement en Chine ou en Asie, eh bien, des gaz à effet de serre qui sont liés à ça. Mais grosso modo, ça correspond à 10 à 20% de nos émissions. Donc, le portrait que vous voyez là est malgré tout assez représentatif des émissions dont on est véritablement responsable nous-mêmes au Québec à travers notre consommation que nous avons. Donc là, vous avez pour le bilan québécois, Carl demande pour les pertes dans le graphique, est-ce qu'on inclut la notion d'utilité fonctionnelle? Non, ça c'est uniquement ici, pour les pertes qui sont ici, c'est uniquement les pertes qui sont liées aux pertes de chaleur dans les véhicules. Donc en fait, si on avait des autobus, par exemple, un autobus diesel va être aussi inefficace qu'une voiture parce que c'est un moteur diesel, mais par contre, il va avoir une fonction beaucoup plus productive. Donc, si on avait une mobilité durable, ici, la boîte de transport, elle pourrait être réduite beaucoup. Et personnellement, c'est pour ça que je ne suis pas en faveur d'une électrification immédiate de tout. Il vaudrait par exemple mieux mettre beaucoup plus d'autobus, même si c'est des autobus diesel, pour amener les gens à sortir dans leur véhicule, parce qu'il vaut mieux avoir des gens dans des autobus, même au diesel, que des gens dans des véhicules individuels, privés, qui vont consommer plus d'énergie. Et on va faire plus de gains en termes de réduction de gaz à effet de serre si on avait plus d'autobus, même si les pertes énergétiques de l'autobus seul étaient aussi grandes que celles qu'on voit là. Si on avait plus d'autobus et de transports en commun, même un transport en commun aux hydrocarbures, c'est que la boîte, ici, vous voyez, elle serait réduite. On aurait besoin de moins d'énergie pour réaliser les mêmes fonctions de mobilité. Et c'est ce qu'on cherche, avoir plus de mobilité avec moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que tout vouloir électrifier n'est pas forcément une bonne idée, parce que si on faisait simplement électrifier chaque véhicule individuellement, ben ça prendrait moins d'énergie que ce que vous voyez comme pétrole qui arrive dans le secteur en transport ici, mais ça prendrait quand même de l'électricité et on ne ferait pas en fait tous les gains de réduction de consommation d'énergie qu'on pourrait réaliser. Donc, c'est une très bonne question. L'utilité fonctionnelle n'est pas prise en compte dans ce graphique-là. Comme je le disais, il y a beaucoup d'inefficacité dans le transport et dans tous les systèmes énergétiques. Ce graphique-là combine beaucoup de choses, mais pas tout. Et en fait, c'est positif de se dire qu'il y a plein d'inefficacités différentes parce qu'à chaque inefficacité qu'on a, eh bien, c'est des actions potentielles qu'on peut réaliser. Et comme en Amérique du Nord et au Québec, on est des systèmes énergétiques et climatiques extrêmement inefficaces, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Le buffet d'actions qui sont réalisables est très, très vaste grâce à nos inefficacités. Donc, évidemment, c'est négatif d'être inefficace, mais c'est positif dans le sens où on a plein d'opportunités d'action. Ça, c'est un graphique un petit peu déprimant que je veux partager avec vous. C'est pour
vous montrer que la consommation d'hydrocarbures au Québec ne change pas. Au contraire, elle est plutôt en augmentation depuis 1996, donc ça fait plus de 20 ans que notre consommation d'hydrocarbures, d'essence ici, vous voyez, les produits pétroliers est plutôt en augmentation, il n'y a aucune diminution. Le gaz naturel, c'est très légèrement en augmentation. Le propane et le charbon, c'est marginal, mais vous voyez, ça ne disparaît pas, c'est en stagnation. Donc, le Québec ne fait pas de réduction de consommation d'hydrocarbures. Parfois, on pense qu'on a amorcé la transition énergétique. Absolument pas. On a amorcé le discours sur la transition énergétique, mais on n'est pas du tout dans une perspective de réduction des hydrocarbures jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à 2019. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la COVID. Et la COVID, oui, elle a réussi à nous faire consommer moins de produits pétroliers au Canada et au Québec. Je n'ai pas les données pour le Québec parce qu'il y a des enjeux de données, disponibilité des données mensuelles au Québec et dans les provinces canadiennes. Mais là, vous voyez en bleu, c'est la ligne de la consommation mensuelle de produits pétroliers au Canada pour 2019. En 2020, on avait bien commencé l'année en termes de consommation de produits pétroliers. On était au-dessus de 2019, mais avec la pandémie, à partir de mars, vous voyez, on est passé en dessous. En avril dernier, on était en confinement complet, on était assigné presque à résidence. Donc là, vous voyez une grosse diminution des produits pétroliers et ça s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, en fait jusqu'à février, le dernier mois pour lequel on a des données en 2021. Là, en gris, c'est les données de 2021 pour janvier-février. Vous voyez, on est en dessous des consommations mensuelles de pétrole, de produits pétroliers, environ 20%. 20%, c'est bien. En fait, c'est l'objectif qu'on avait de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, c'est de réduire de 20%. Et là, juste pour les produits pétroliers, mais on a atteint l'objectif. Malheureusement, c'est vraiment lié à la COVID et on a un rattrapage qui va se faire, le déconfinement. On est content de se déconfiner, mais malheureusement, la congestion va revenir et revient déjà et la consommation de pétrole aussi revient. Donc, on va avoir une reprise parce que cette diminution de 20% de la consommation de produits pétroliers, elle n'est pas structurelle, elle est vraiment conjoncturelle. La COVID. Donc, la COVID nous a fait faire des progrès. Malheureusement, on va reprendre, tout laisse croire qu'on va reprendre à court terme notre niveau de consommation. Si on regarde le prix du pétrole et de l'essence, on est revenu au prix d'avant la COVID parce que l'équilibre s'est refait dans les marchés. On était en surproduction, les prix avaient chuté et là, la consommation a remonté, la production n'a pas remonté au même niveau qu'avant la COVID, mais il y a un nouvel équilibre qui fait que les prix du pétrole et de l'essence sont revenus à des niveaux avant la COVID. Le temps passe, les plans de relance, allons dans les plans de relance après cet aperçu un petit peu général. Le budget fédéral 2021, qui était un budget qui était vraiment axé sur les emplois, la croissance et la résilience. Ça, c'est ce que le gouvernement fédéral nous a dit. Il l'a aussi beaucoup présenté comme un plan de relance qui se voulait être un plan vert et respectueux de l'environnement. Mais il y avait très peu de choses pour l'environnement dedans. Il y avait beaucoup d'argent pour le soutien aux populations, pour le soutien aux entreprises. Donc, vous le savez, c'est un plan budgétaire qui avait un gros déficit, beaucoup d'argent pour les entreprises, pour les ménages, de soutien. Donc, c'est sûr que c'est un plan qui est peut-être un plan électoraliste, hein, mais qui a peut-être le mérite d'être assez axé sur le transfert aux individus pour s'assurer qu'on aide les plus démunis à passer à travers la crise de la pandémie. Et donc ça, c'est ce qui se passe. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour l'environnement en tant que tel dans ce plan-là, parce que distribuer des dollars, ce n'est pas la bonne approche. Il faut vraiment fondamentalement changer la manière dont on fait les choses. Quelques petites bonnes nouvelles. Moi, je suis à HEC Montréal et je suis quelqu'un qui pense que l'économie joue un rôle dans notre lutte contre les changements climatiques et je crois que les outils fiscaux, les taxes peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Et alors, c'est pour ça que j'ai souligné ici le fait que les gouvernements trouvent ça difficile de mettre des taxes, souvent d'ajouter des taxes, mais il y avait quand même 4 nouvelles taxes dans ce plan, dans ce budget fédéral. Plus de taxes sur le tabac et le vapotage, une taxe annoncée sur les services numériques,
une nouvelle taxe sur les voitures de luxe, et il met le luxe très très loin, à 100 000 $. Pour moi, une voiture même de 50 000 $, c'est une voiture luxueuse, parce qu'on peut acheter des voitures à 20 000 $. Donc, le niveau de luxe, il est très très haut pour le gouvernement fédéral, mais malgré tout, il y a quand même une taxe sur ces voitures-là qui est mise, et une nouvelle taxe sur les logements improductifs, c'est-à-dire si vous avez un logement et qu'il y a un logement qui reste vide, qui n'est pas occupé, en temps de crise du logement, ben, c'est une bonne chose de taxer le propriétaire qui laisse ce logement-là vide. Il y a aussi, et là il faut souligner aussi un bon coup, c'est pas dans le budget fédéral de 2021, mais le gouvernement fédéral a annoncé que la taxe sur le carbone fédéral allait augmenter à 170 $ la tonne d'ici 2030. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va faire payer les pollueurs. Les gros pollueurs vont payer, c'est une bonne chose. Ça va faire partie des différents outils qu'on va avoir pour lutter contre les changements climatiques. Le Québec, lui, a déposé en novembre dernier un plan pour une économie verte. Ce plan-là, qui devrait s'appeler plutôt la politique cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques, eh bien, c'est en gros, on peut dire que c'est la reprise des mêmes programmes qui existaient auparavant. Là, vous voyez, le PAC 2013-2020, c'est le plan d'action sur les changements climatiques. Eh bien, il avait trois grands secteurs de dépenses: financer le transport collectif, subventionner l'efficacité énergétique, donner des rabais pour l'achat de véhicules électriques. Mais c'est la même chose dans le PEV, le plan pour une économie verte. La différence, il y a deux différences, ça c'est les 2 points qui viennent, c'est qu'on met le mot électrification partout. Il y a un placardage du mot électrification à chaque paragraphe des 128 pages du plan pour une économie verte. Le gouvernement électrifier, ça nous fait mal à la tête. Et utiliser un moyen comme un objectif. Électrifier n'est pas un objectif, c'est vraiment un des multiples moyens qu'on doit utiliser. Si on peut éviter d'électrifier, il faut le faire. Par exemple, si vous pouvez ne pas électrifier votre voiture parce que vous ne renoncez à la voiture, eh bien, c'est bien mieux que électrifier votre voiture. Donc, on devrait avoir des plans de renonciation à des usages énergétiques avant d'avoir un plan d'électrification. Et le deuxième changement par rapport à cette réédition ou cette redite là dans le plan pour une économie verte, mais c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent. Comme vous le voyez ici, là, il y a 6,6 milliards sur les 5 premières années, alors qu'on avait juste 2,6 milliards sur les 8 années du PAC. C'est beaucoup d'argent. Personnellement, je trouve que c'est trop d'argent pour des programmes qui ont largement été inefficaces. Les programmes qui ont été inefficaces, mais vous voyez, ça, c'est tous les programmes que le PEV va financer. Donc là, vous voyez une panoplie de programmes. Pour le transport collectif, ça, évidemment, c'est une bonne chose. Il faut mettre de l'argent pour le transport collectif. C'est important. Mais le transport collectif, même s'il est essentiel, puis il faut mettre de l'argent, il n'a pas réussi à convaincre encore beaucoup de gens de renoncer à leur voiture pour aller dans le transport collectif. Et c'est pourquoi? Parce que la preuve que ça n'a pas réussi, c'est qu'on a toujours plus de voitures au Québec et on a plus de congestion routière parce que justement, les gens utilisent de façon massive et croissante le véhicule individuel plutôt que le transport collectif. Et donc, ce n'est pas encore assez efficace. Juste donner de l'argent pour le transport collectif, ce n'est pas bien. Il faut aussi des bâtons pour taper sur les automobilistes gentiment, mais fermement, pour leur dire, si vous prenez votre voiture, il faut que ce soit dans des cas vraiment essentiels. Vous ne devez pas prendre de trop grosses voitures pour des besoins futiles. Si vous êtes seul dedans, par exemple, ça ne fonctionne pas. Il faut encourager le covoiturage, il faut encourager le transport actif. Et donc, il va falloir pénaliser les gens qui ne font pas de covoiturage, qui ont des trop gros véhicules. Ça fait partie des actions qu'il va falloir faire. La bonne nouvelle, c'est des actions qui vont rapporter de l'argent au gouvernement et qui ne vont pas coûter d'argent, contrairement dans tout ça. Le REM, oui, c'est inclus dans le transport collectif. Le REM, une question de Luc, mais le REM, c'est pas encore quelque chose auquel on a accès aujourd'hui, puis c'est pas quelque chose qui est financé dans les montants que vous voyez ici, là. C'est financé en partie par le gouvernement, mais ce n'est pas financé dans l'argent du plan pour une économie verte. Et on a un paquet, donc vous voyez les rabais pour les véhicules électriques, les subventions aux véhicules électriques, c'est aussi un très gros morceau, là, 1,2 milliard de dollars pour donner de l'argent pour des véhicules électriques et des bornes de recharge. C'est beaucoup d'argent qui vont à des automobilistes. Et les gens qui achètent des véhicules électriques, on le sait,
sont des gens qui sont des gens dans de ménages à revenus plus élevés que la moyenne. Les ménages à faible revenu n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique et des fois, ils n'ont même pas les moyens d'acheter un véhicule tout court, un véhicule à essence tout court. Donc là, tout cet argent-là, ce 1,3 milliard, c'est de l'argent que le gouvernement va donner à des gens à revenus plutôt élevés. Et ça, d'un point de vue social, c'est évidemment inacceptable. On ne peut pas accepter que le gouvernement donne des subventions aux gens riches ou à revenus élevés. L'argent public devrait aller pour l'ensemble de la société et pour des programmes qui aident tout le monde et pas seulement des programmes qui aident les gens à revenus plus élevés. Donc là, encore une fois, comme vous voyez, je suis un petit peu critique parce que c'est beaucoup d'argent qui ne va pas forcément pour les bons endroits, même si ultimement, ce sont des programmes ici qui sont bien intentionnés. Vous voyez, des programmes éco-performance pour l'industrie. On veut produire du gaz naturel renouvelable, on veut aider à chauffer vert dans le résidentiel, faire de la conversion via les bioénergies. Ce sont des bonnes intentions, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a des objectifs ambitieux. Et là, ça, c'est un reproche qu'on ne peut plus faire à nos gouvernements. On ne peut plus dire que nos gouvernements n'ont pas des objectifs ambitieux. Là, vous voyez, récemment, le gouvernement américain, le 22 avril dernier, il a fait un sommet autour du Jour de la Terre et elle a annoncé que le gouvernement américain visait 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 2005 en 2030. C'est extrêmement ambitieux. Personnellement, je trouve ça très bien que le président américain ait annoncé ça. Maintenant, est-ce qu'il va avoir le pouvoir de mettre en place des programmes qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là? C'est très incertain parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, le président peut penser des choses, ça ne veut pas dire que le Congrès va les accepter et va voter les budgets pour le faire. Et donc, ça va être très difficile pour M. Biden de mettre en place les programmes nécessaires pour ça. Mais au moins, l'ambition est là. Même chose au Canada, même chose au Québec, l'ambition est là. C'est une bonne chose. Et comme c'est une bonne chose, mais par contre, nos émissions de gaz à effet de serre, là, c'est les lignes noires depuis 90 à 2018. Vous voyez la ligne noire, il y a une légère diminution, mais ça ne diminue pas. Puis surtout, depuis quelques années ici, ça augmente. Avec le PEV, le plan pour une économie verte, on va avoir des programmes, les programmes que je vous ai montrés, tous ces programmes-là que je vous montre ici, le gouvernement a chiffré leur impact et leur impact, ça nous amène ici sur la ligne rouge ici. Ça nous amène en 2030 à 70 millions de tonnes. Malheureusement, heureusement, notre objectif, il est à 54 millions de tonnes, 37% sous le niveau de 1990, c'est 54 millions de tonnes. Et là, vous voyez l'écart qui nous reste à combler. Ça veut dire que tous les programmes que le gouvernement a identifiés et que j'ai mentionnés très rapidement ici ne vont pas nous amener aux réductions nécessaires. Donc, ça va être très difficile. Il va falloir faire plus. Il va falloir passer à l'action climatique maintenant, rapidement, pour les 10 prochaines années, si on veut réussir. Au Québec, ça va être particulièrement un défi parce que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre par personne, pour l'année 2019, mais c'est comme ça tous les ans, le Québec est déjà la province qui émet le moins de gaz à effet de serre par personne par rapport à toutes les provinces canadiennes. On est à 9,8 tonnes par personne par année. Et vous voyez, tous nos concitoyens dans les autres provinces, ils émettent plus que nous par personne, par habitant, par année. Et donc, quand on regarde en Alberta, en Saskatchewan, c'est énorme ce qu'ils émettent par personne dans ces provinces-là. Ça va être tout un défi parce qu'on est déjà les plus maigres de la gang et ça veut dire qu'il va falloir maigrir encore plus, alors que probablement, il y a encore plus d'inefficacité chez nos voisins et qu'ils auraient peut-être plus de facilité à faire des réductions. Mais je ne dis pas ça pour nous amener à moins agir, simplement pour dire qu'on a tout un défi. Il faut agir au Québec et ça va être difficile. Luc dit, est-ce que c'est utopique considérant ce qu'on a vu dans le graphique précédent, que nous n'avons pas diminué, mais augmenté notre consommation? Alors, ce n'est pas utopique de croire qu'on peut descendre parce qu'on est tellement inefficace qu'il y a plein de manières de faire diminuer nos émissions. Donc, c'est faisable. Par contre, ça va demander beaucoup de volonté et une volonté de changement. Il va falloir qu'on accepte de changer nos manières de faire. Et ça, changer, ce n'est pas un défi technologique, c'est un défi social. Changer les habitudes des gens, c'est très difficile.
Et donc là, c'est là où des rôles comme votre coalition Climat Montréal a un rôle important, c'est pour sensibiliser tout le monde, vos connaissances, les gouvernements, faire de la pression pour le changement, de la mobilisation sociale. La technologie est importante en soutien, mais vraiment, c'est l'inertie sociale et institutionnelle qui va être importante. Et Jean-Christophe mentionne, on devrait être à 3 tonnes par capita d'ici 2030. Pour 2030, je sais qu'en fait, 80%, en 2050, on devrait être à 0. Et le niveau mondial, on est à 6 tonnes, environ 6 tonnes par personne au niveau mondial. Donc, oui, si on veut réduire de 50% d'ici 2030, ça nous amène effectivement à 3 tonnes par personne. 50% au niveau mondial d'ici 2030, je pense que c'est très, très ambitieux. Alors, personnellement, ce n'est pas l'objectif que je nous fixerais. Si on arrivait déjà à 40% sous le niveau de 90, ça serait déjà très, très bien. Mais l'objectif, c'est ultimement la carboneutralité. Alors, il ne faut pas être trop sévère sur les objectifs qu'on se donne. Par contre, il faut être sévère sur nos trajectoires et nos actions. Est-ce qu'on agit vraiment ou pas? Et la réalité, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on n'agit pas. On n'agit pas assez, puisque, comme vous voyez là, en 2020, on va avoir une réduction qui est liée à la COVID. Mais cette COVID-là, comme je disais, ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel. Donc, ça va être problématique. Donc, il y a des éléments positifs dans ce qu'on fait. Les éléments positifs, c'est que les gouvernements, ils reconnaissent les changements climatiques. Et ça, c'est assez nouveau. Il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Gouvernement fédéral américain, canadien, québécois, c'est reconnu. Il y a une mobilisation politique sans précédent. Même si vous avez lu le Parti conservateur du Canada, ils ont lancé leur plateforme de lutte contre les changements climatiques il y a quelques semaines. Lisez-la, parce que même si c'est insuffisant, c'est radicalement ce que Peter O'Toole c'est pas Peter, mais en tout cas, c'est O'Toole, ce qu'il a mis dans cette lutte, dans cette plateforme sur les changements climatiques du Parti conservateur Canada, c'est de l'inédit pour un parti conservateur. Ce sont des mesures qui prennent les changements climatiques au sérieux. Ce n'est pas suffisant, mais c'est sans précédent par rapport à ce que Stephen Harper et son successeur avaient proposé chez les conservateurs. Donc, même les conservateurs canadiens, ils prennent les choses un peu plus au sérieux. Et l'autre élément positif, c'est qu'on met ressources. Je vous ai dit des milliards de dollars dirigés vers la lutte contre les changements climatiques. Personnellement, je ne mettrai pas tant d'argent, je ferai payer davantage les pollueurs, mais c'est quand même positif qu'on mette de l'argent pour la lutte au changement climatique. Je vous ai dit, la fiscalité, c'est important qu'on agisse là-dessus. On a déjà de l'éco-fiscalité au Québec. Et là, je vous ai fait un petit résumé de ce qui se fait en éco-fiscalité. On a des taxes sur les carburants qui sont là. Je ne vais pas passer en détail là-dessus. Si vous avez un véhicule qui a une forte cylindrée, plus de 4 litres, vous payez aussi plus cher d'immatriculation. Et on a aussi une tarification du carbone au Québec qui vient du marché du carbone. Le marché du carbone, c'est le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Moi, c'est ce que je considère être notre budget carbone pour le Québec. Eh bien, il existe ce plafond d'émissions, ce budget carbone pour le Québec, et ça, on paye pour nos émissions. Ça existe, on fait payer, c'est pas assez cher, il faudrait faire payer beaucoup plus cher les pollueurs, mais la bonne chose, c'est qu'on le fait déjà. Maintenant, il s'agit d'augmenter ces prix-là. Il faudrait faire beaucoup de choses. Je vais revenir sur ces choses-là si ça vous intéresse, mais comme le temps file vite, je vais faire un petit peu, là on approche de la fin, l'aperçu de tout ce qui reste à faire, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Aménagement du territoire, et c'est là encore une fois où on peut jouer un rôle au niveau des municipalités. C'est mieux aménager nos municipalités, densifier intelligemment les villes, mettre fin à l'étalement urbain. Et évidemment, l'étalement urbain, c'est souvent dans des villes en périphérie que ça a lieu. Donc, la coalition Climat Montréal, c'est bien. Vous allez à Laval, c'est encore mieux. Mais surtout, c'est la coalition Climat Blainville qu'il va falloir créer, la coalition Climat Montérégie qu'il va falloir créer, parce que c'est là où l'étalement urbain se passe et c'est là où il faut protéger les territoires et ne pas continuer d'étendre nos villes.
Au niveau des bâtiments, il faut militer pour des normes très, très agressives en termes de consommation énergétique, ce qu'on appelle des normes passives. Ça veut dire 90% de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments. C'est techniquement faisable, mais ça demande évidemment de changer la manière dont on construit nos maisons et dont on rénove nos maisons. Il va falloir rénover les enveloppes thermiques des maisons pour améliorer leur résistance thermique, leur efficacité énergétique. Beaucoup de choses à faire dans les bâtiments. Et là, les villes, encore une fois, elles peuvent agir, elles ont un levier d'action pour encourager les propriétaires à mieux isoler leurs bâtiments. En transport, on l'a déjà dit, il faut beaucoup plus de transports actifs en commun, des petits véhicules, des véhicules électriques. Pour le transport des marchandises, il va falloir avoir beaucoup plus de trains et de bateaux. On a parlé un petit peu d'économie circulaire. En industrie, c'est important, mais surtout, il va falloir diminuer notre consommation, nos usages de biens physiques, il va falloir les diminuer, augmenter le réemploi. Encore une fois, les villes, les municipalités peuvent favoriser des échanges, des bibliothèques d'outils, où au lieu d'acheter votre perceuse, vous la mettez dans une bibliothèque communautaire d'outils, où là, les gens d'une même rue, d'un même quartier partagent leurs outils, et au lieu d'acheter chacun notre perceuse ou chacun notre scie circulaire, eh bien, on va l'emprunter, comme on va emprunter à la bibliothèque un livre plutôt que de l'acheter chacun pour soi. En agriculture, il y en a qui sont sensibles à ça, il va falloir réduire la consommation de protéines animales. Et pour les déchets, j'ai déjà mentionné, il va falloir mieux valoriser et surtout minimiser nos déchets. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ma dernière diapositive, je le promets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut aller plus loin dans ce qui est déjà fait. Il faut affirmer notre action encore plus fort et encore plus clairement que ce qu'on fait déjà. Donc, il faut dire oui, on agit pour les changements climatiques. Il faut le faire avec une visibilité croissante. Il faut convaincre nos voisins, nos amis, notre famille d'agir. Toutes nos connaissances doivent être mobilisées. Il faut évidemment agir nous-mêmes de façon affirmée. Il faut se mobiliser. Il faut aussi se mobiliser dans des groupes d'action comme vous le faites, parce que la mobilisation, c'est bien au niveau individuel, mais c'est aussi à travers des groupes organisés qu'on va réussir à augmenter l'effet de levier et soit à travers des groupes comme Coalition Climat Montréal, soit à travers des partis politiques. Si vous vous inscrivez dans des partis politiques et que vous militez à l'intérieur d'un parti politique pour une plateforme électorale axée sur le climat, c'est une très bonne chose. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de l'implication communautaire, l'implication politique, l'implication que vous pouvez avoir dans vos prises de position. Il faut avoir conscience que c'est un changement profond qu'il faut faire. Il va falloir y aller par étapes. On ne pourra pas tout faire à la fois. Il faut y aller par étapes. Mais à chaque étape, il faut aller plus loin. Il faut surtout être réceptif à plein d'idées et à toutes les initiatives qui peuvent évidemment aller dans les sens des différentes actions-là. Vous voyez, il y a plein d'idées qui vont être utiles dans ces différents secteurs-là. Donc, il faut être ouvert à toutes ces idées-là parce que toutes les idées seront nécessaires pour aller plus loin. Il y a des questions qui sont dans le chat. Si vous avez peut-être d'autres questions, j'ai dépassé même le temps que je vous avais dit que je prendrais. Il est moins 4h50, mais me tais pour un peu ouvrir à la discussion et en vous remerciant de votre attention et de votre participation jusqu'à maintenant. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Effectivement, il y a déjà des questions, puis j'invite les gens à poursuivre. Deux questions peut-être que je vais regrouper. Il y avait quelqu'un qui demandait, nos objectifs, est-ce qu'ils sont utopiques, considérant qu'on n'a pas diminué là, de façon significative, en tout cas de façon suffisante, nos émissions. Puis je joindrais ça aussi à une autre qui est un argument qui revient souvent. Il y a des gens, lorsqu'on veut faire des mesures ici au Québec ou au Canada de réduction du GES, puis qui impliquent certaines contraintes là, sur, par exemple, les automobilistes ou d'autres types de consommation, ils disent oui, mais de toute façon, le Canada produit moins de 1,5 % des émissions mondiales, donc ça ne change pas grand-chose qu'ici, on fasse des efforts parce qu'on est juste une petite goutte. Là, donc c'est un argument, merci pour la question. C'est un argument qui est un argument un peu absurde, en fait, parce que la pollution nous coûte très, très cher. Acheter du pétrole, ça nous coûte très cher. Les automobilistes sont les premiers, vous pardonnerez l'expression, à chialer contre le prix de l'essence. Eh bien, nous, ce qu'on leur dit, c'est que
Mais ce qu'on veut vous faire, c'est justement que vous ne payez plus pour l'essence. Et alors que vous arrêtiez de payer pour l'essence, c'est d'amener le prix au litre à zéro, parce que le prix au litre, il va rester à 1 $, 2 $, peut-être plus, mais vous n'allez plus dépenser d'argent pour ça. Et comme, en fait, je vois que Mathieu a dit qu'il y a un article là sur les multiples raisons de diminuer la dépendance à la voiture, c'est qu'il y a des coûts-bénéfices. Le Québec, les automobilistes et les citoyens québécois seront les premiers à bénéficier d'une réduction de notre consommation de pétrole parce qu'on aura un air de meilleure qualité, donc on aura moins de maladies cardiovasculaires. Si on fait du transport actif et on va être en meilleure forme physique, il y aura moins de dépenses en infrastructure pour entretenir les routes, donc nos comptes de taxes vont diminuer. Il y aura moins d'accidents de la route, donc ça va encore une fois, ça va être positif. Il y a une panoplie de bénéfices à la transition énergétique qui vont faire en sorte que notre qualité de vie va s'améliorer. Pas la qualité de vie des Chinois, notre qualité de vie à nous. Alors, par pur égoïsme personnel, on devrait faire la transition énergétique pour cesser d'envoyer notre argent à l'extérieur du Québec, de l'argent en hydrocarbures, de l'argent en véhicules individuels. Ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sortent du Québec et qui nous appauvrissent. Et c'est ça un gros argument pour lutter contre les changements climatiques, c'est de nous enrichir en gardant l'argent pour nous, pour faire des choses productives et pour le dépenser de différentes manières, prendre plus de vacances, aller plus souvent au restaurant, aller plus souvent au théâtre, prendre des cours, des leçons de musique, faire des choses qui n'ont pas d'empreinte carbone et qui nous permettent de dépenser de l'argent en toute conscience environnementale pour notre véritable bénéfice personnel. OK. Puis l'autre question, est-ce que vous croyez que c'est utopique, les cibles? Non, ce n'est pas utopique. Ce ne sont pas des cibles utopiques parce que techniquement, on sait comment faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Amener à zéro, ça va être très difficile, mais réduire de 40%, on peut le faire quasiment demain matin en ayant une mobilité durable, en travaillant fort pour réduire certains niveaux de consommation, en gérant mieux nos déchets. Il y a beaucoup d'efficacité énergétique dans les entreprises qui peut être faite pour réduire leur consommation de gaz naturel et de produits pétroliers. Donc, techniquement, on sait comment faire. C'est sûr que pour arriver à zéro, là, il va falloir aller plus en profondeur. On sait comment faire aussi pour beaucoup de choses, mais il y a des développements technologiques qui vont devoir avoir lieu, comme plus d'hydrogène pour avoir de l'acier. On va quand même avoir besoin d'acier dans un monde à net zéro. Il va falloir de l'acier, il va falloir faire plus de recyclage de l'acier, mais quand même du nouvel acier. Il va falloir de l'aluminium. Il y a des technologies qui se développent pour avoir de l'aluminium, de l'acier sans GES. Ça, il faut les mettre en place, ça va être difficile. C'est sûr que l'économie circulaire puis que notre réduction de consommation vont aider, mais c'est technologiquement faisable. Par contre, ça va demander une réorganisation de nos modes de vie. Il y a quelqu'un aussi qui demande que répondre à ceux qui disent que l'électrification du parc automobile va régler le problème des émissions liées au transport. Quels sont les arguments pour expliquer que l'électrification n'est pas suffisante? Oui, il y a, je dirais, au moins 2 arguments directs. Le premier argument, c'est que la voiture électrique, il faut la construire. Et donc, la construction de la voiture électrique, c'est des émissions de gaz à effet de serre et au Québec, on ne construit pas de véhicules. Alors, ça ne va jamais apparaître dans le bilan québécois, mais l'acier dans le véhicule électrique, la batterie dans le véhicule électrique, le plastique dans le véhicule électrique, c'est des émissions de gaz à effet de serre et que ça ne nous amène pas à zéro émission. Quand on regarde le cycle de vie de la voiture électrique, on n'a pas des émissions à zéro. Le deuxième argument contre l'électrification des véhicules individuels, c'est que ça fait la promotion de l'étalement urbain. Parce que quand vous avez un véhicule électrique, vous avez très bonne conscience de rouler et ça vous coûte pas cher rouler. Alors vous vous dites, c'est parfait, je peux aller habiter dans la 3e couronne de Montréal et donc ça fait la promotion de l'étalement urbain. Et là, l'étalement urbain, qu'est-ce que c'est? C'est des infrastructures routières en plus et des infrastructures, c'est des émissions qui sont dans les infrastructures. Pour construire des routes, construire des ponts, construire des nouvelles écoles dans la 3e couronne, construire des nouveaux hôpitaux dans la 3e couronne, tout ça, c'est des constructions supplémentaires qui ont un coût énergétique et un coût en GES intrinsèquement. Et donc, c'est pour ça, pour ces 2 raisons-là, juste électrifier les véhicules ne suffit pas. Et évidemment,
Si on électrifie les véhicules, qu'est-ce que ça fait? On électrifie la congestion. La congestion, c'est hautement improductif et on ne veut pas électrifier la congestion parce que ça serait une catastrophe de productivité sociale et économique. Merci. Une autre question. Si, par exemple, bon, le prix de l'essence augmente, tout ça, le gouvernement va percevoir moins de taxes parce que présentement, c'est quand même un revenu significatif. Alors, comment compenser cette diminution des revenus? Très bon point, et c'est pour ça que je milite beaucoup. Puis sur une des diapositives, il y avait le mot taxe kilométrique. Sur une des diapositives que j'ai passées rapidement, il va falloir faire payer une taxe kilométrique selon le nombre de kilomètres que vous parcourez. Même à bicyclette, vous payeriez une très petite taxe parce que vous utilisez des infrastructures. Si vous parcourez des kilomètres en VUS, ce serait une plus grosse taxe. Dans un véhicule électrique, une plus petite taxe. Pour faire payer une taxe selon le nombre de kilomètres qu'on parcourt. C'est le principe d'utilisateur-payeur. Et cette taxe kilométrique, elle pourrait varier selon le moment de la journée et le lieu. C'est sûr que si vous êtes à la campagne, ça ne coûte pas très cher, vous êtes sur une route de campagne, la taxe kilométrique ne devrait pas être très élevée. Par contre, si vous êtes au centre-ville de Montréal et que vous êtes dans un gros véhicule, là, la taxe devrait être très élevée. Avec les technologies, maintenant, c'est facile d'avoir des taxes kilométriques qui peuvent être modulées. Il faut aller vers ça. Projet Montréal en a parlé dans sa plateforme électorale. Et donc, il faut leur dire bravo. C'est une très belle initiative d'amener ça dans le discours public parce que c'est très, très, très impopulaire. J'ai fait des émissions de radio où je faisais la promotion de la taxe kilométrique et on m'aurait lancé des tomates si j'avais été en face en présentiel. Merci. Une autre question intéressante. La personne dit, je suis d'accord qu'il faut agir sur tous les objectifs, mais est-ce qu'on peut identifier 2 ou 3 projets structurants ou stratégiques à mettre en place au Québec dans les 5 prochaines années et aussi pour du plus long terme? Alors, je dirais 2 choses très importantes à mettre en place. C'est vraiment un moratoire sur tout le développement immobilier et commercial sur le territoire. Il faut faire un gel, dire les terres et simplement interdire de convertir des terrains qui sont agricoles ou qui sont des boisés. On ne peut plus se permettre d'avoir des nouvelles constructions là-dessus. Donc, il faut structurellement arrêter la transformation du territoire et densifier les territoires et même penser redonner à la nature des terrains. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose très structurante qu'il faut mettre en place, ce sont des corridors ferroviaires pour le transport des personnes et des marchandises à travers le Québec. Les municipalités du Québec demandent une stratégie ferroviaire au gouvernement. Le ministre des Transports, Bonnardel, avait promis avant la pandémie de doter le Québec d'une stratégie ferroviaire. C'est très important que cette stratégie ferroviaire que le gouvernement actuel, le ministre des Transports a promis, soit mise en place parce que le transport ferroviaire, ça va être la seule manière d'occuper le territoire et d'aller à Gaspé et d'aller faire du ski dans les Laurentides ou au Mont Orford de manière écologiquement acceptable parce que le train a un coût environnemental et énergétique très, très faible. C'est très facile à électrifier, beaucoup plus que des autobus ou des camions. Et donc, il faut redévelopper le train. Deux projets très structurants, geler l'occupation du territoire et des transports ferroviaires. C'est des gros projets, par contre. Merci. Une autre question. Est-ce que vous voyez le gaz naturel et en parenthèse le GNL, le projet GNL Québec, comme étant une partie de la transition énergétique au Québec? Donc, le GNL Québec, ce projet-là, c'est un projet en sol québécois, mais qui n'est pas pour le Québec. C'est un projet pour d'autres pays, pour l'Allemagne en particulier, ou des pays européens ou des pays asiatiques qui, eux, utilisent beaucoup de charbon encore et veulent sortir du charbon. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, et en fait, le cas de l'Allemagne est très pertinent pour ce projet-là, l'Allemagne veut sortir du nucléaire et veut sortir du charbon en même temps. Au Québec, on n'a pas de charbon, on n'a pas de nucléaire. Donc, c'est très facile de nous mettre en position de donneur de leçons et de dire n'utilisez pas de gaz naturel, mais si on était comme en Allemagne où il y a encore beaucoup de nucléaire et beaucoup de charbon, ça serait plus difficile de se dire en même temps on ne veut pas de gaz naturel.
dans cette perspective-là, personnellement, je ne suis pas de ceux qui s'opposent directement à un projet comme GNL Québec, parce que ce n'est pas un projet pour le Québec, c'est un projet pour des pays qui, eux, veulent passer à autre chose que le charbon et le nucléaire. Et c'est pour ça que je ne m'oppose pas à ce projet-là. Je ne suis pas en faveur de ce projet-là. C'est un projet qui a des enjeux importants, mais si on le compare à des projets de liquéfaction de gaz naturel dans d'autres juridictions, par exemple des projets de liquéfaction comme il y a aux États-Unis, beaucoup dans le golfe du Mexique, au Texas par exemple, c'est un projet qui est bien meilleur que la liquéfaction au Texas. Et alors, il a des véritables qualités intrinsèques par rapport à des projets qui se font ailleurs et qui seraient des projets substituts s'il ne se fait pas. Pour ces raisons-là, je ne suis pas en défaveur de ça, mais ce n'est pas un projet pour le Québec, c'est un projet pour d'autres pays qui veulent faire une transition énergétique. OK. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, je vais prendre 2 mains levées. Il y avait Selma et ensuite ce sera Luc, mais je vous demanderai d'être bref et parce que le temps avance, donc vous pouvez poser une brève question. Selma? Oui. Merci vraiment beaucoup pour votre présentation. J'avais oublié de dire tantôt que j'assiste régulièrement à vos webinaires, mais là, je trouve que vraiment cette présentation-là est vraiment ultra complète parce qu'on a vraiment, ça nous dresse vraiment un bon état de la situation avec les pistes de solutions et tout. Moi, ce qui est un des éléments qui m'a frappé dans votre présentation, M. Pinault, c'est toutes les pertes énergétiques, qui est 52 de pertes énergétiques, c'est majeur. Donc, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est déjà autour des pertes énergétiques. D'après vous, est-ce que ça pourrait être quoi le rôle que Hydro-Québec joue pour qu'on soit justement qu'il y ait moins de pertes énergétiques, qu'on soit plus efficace, plus de sobriété carbone? Et puis, mon autre question aussi, je ne sais pas si on a le temps, si vous avez le temps de développer du côté de l'éco-fiscalité aussi, là. Vous disiez qu'on en fait, mais qu'on pourrait aller plus loin parce que les incitatifs ne suffisent pas. Ça prend aussi des bâtons pour qu'on change nos modes de vie, finalement. Donc, voilà, 2 questions pour vous. Merci. Donc, réduire les pertes d'énergie, c'est vraiment, au niveau des bâtiments, c'est les enveloppes thermiques. Il faut absolument qu'on ait des enveloppes thermiques plus performantes. Et ça, on sait le faire, puis je l'ai mentionné, des bâtiments avec des normes passives, c'est vraiment le code du bâtiment et il faut vraiment aller dans cette direction-là de manière plus agressive. Le bas prix de l'électricité au Québec ne favorise pas ça. Parce que malheureusement, quand on paye l'électricité 7 ou 8 cents de kilowattheure, c'est très peu rentable de vouloir investir dans de l'isolation. Et donc ça, on est content de payer pas cher, mais il y a des moments où payer pas cher à long terme, c'est un handicap. En industrie, je l'ai mentionné aussi, c'est beaucoup la récupération de chaleur, des réseaux de chaleur qui peuvent être faits. Dans l'industrie, le niveau de chaleur industrielle est très élevé. Là, on parle d'industries qui vont, pour le ciment, c'est 1500 degrés la chaleur qui est nécessaire pour faire du ciment. Bouillir de l'eau, on l'a fait bouillir à 100 degrés Celsius. Là, on va à 1500 degrés. Et votre serre que vous faites chauffer, là, vous avez besoin d'une chaleur à 30-40 degrés qui rentre dans votre serre pour la chauffer. Donc, il y a vraiment des manières de récupérer cette chaleur-là. Ce sont des boucles de chaleur, des réseaux de chaleur qu'il faut développer. Ça, il faut qu'il y ait de façon structurelle, parce que les entreprises sont très mauvaises pour se coordonner naturellement, parce que c'est sûr qu'une cimenterie, elle ne pense pas à appeler une serre de tomates Savoura pour installer la serre à côté. Donc, il faut qu'il y ait du maillage industriel pour développer ça. Et c'est là où les gouvernements peuvent jouer un rôle pour encourager des liaisons entre des industries. Au niveau du transport, il y a des grosses pertes, mais les deux solutions, on les a évoquées, c'est le transport en commun qui va réduire nos besoins en énergie et il y aura des véhicules électriques qui vont quand même être là. Puis le véhicule électrique, par définition, il est beaucoup plus efficace parce que contrairement aux véhicules à combustion interne, moteur à combustion interne qui perdent beaucoup de chaleur, le véhicule électrique est très efficace et donc là, les pertes énergétiques sont moindres. Et c'est un gros avantage des véhicules électriques. Donc, mais il ne faut pas juste électrifier, il faut d'abord changer la mobilité, réduire les besoins en véhicules et ensuite électrifier les véhicules qui restent. Et pour la deuxième question, c'est l'éco-fiscalité.
On a fait un rapport, je vous invite à aller sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. On a fait un rapport sur l'écofiscalité il y a 1 an. On a fait des groupes de discussion avec des recommandations très concrètes et on donne un petit peu les étapes. Et en fait, j'ai 2 diapositives dans ma présentation qu'on pourra vous partager qui portent sur l'écofiscalité. Il faut vraiment axer ça sur la communication avec le citoyen. Parce que c'est très facile de mal interpréter l'écofiscalité. Les gens peuvent penser qu'une nouvelle taxe, l'écofiscalité, c'est pour pénaliser les gens. Non, ce n'est pas pour pénaliser, c'est pour pénaliser les pollueurs. Et en disant aux gens, on va vous donner des alternatives, vous allez pouvoir faire d'autres choses, payer l'écofiscalité parce que vous allez faire d'autres choses qui vont améliorer votre vie. Et donc, il faut vraiment baser ça sur la communication avec la population pour bien faire comprendre le message qu'on ne pénalise pas, mais on avance. Merci. Et on va prendre une dernière question. On donne la parole à Luc. Je vais être court, Jean-François. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, M. Pinault, considérant que sur la planète, il n'y a aucun gouvernement qui mette de l'avant la décroissance, considérant que tous les gouvernements prônent un développement, une croissance, puis cette croissance-là est fortement corrélée à la consommation d'énergie, principalement sous forme de pétrole. Puis finalement, considérant que toutes les énergies alternatives du monde ne nous permettront pas de maintenir le niveau de vie qu'on a actuellement. Moi, j'ai besoin de me faire éclairer. Comment pouvez-vous continuer à croire ou être optimiste qu'on peut régler le problème des gaz à effet de serre du réchauffement climatique? Merci de m'éclairer là-dessus. Non, je n'ai pas dit que j'étais optimiste. J'ai dit que je pensais que c'était réaliste d'un point de vue technique. Je suis pessimiste d'un point de vue social parce que malheureusement, les obstacles sont l'inertie de nos sociétés est très grande et on n'est pas très bon pour changer. Demandez à des fumeurs, est-ce que c'est facile de changer, d'arrêter de fumer? Il n'y a pas un fumeur qui va dire c'est facile, mais il sait qu'il faut le faire pour lui, pour sa propre santé. D'un point de vue égoïste, ça coûte moins cher de ne pas fumer et on est en meilleure santé, on ne tousse plus, on vit plus longtemps. Et donc, le fumeur sait que c'est mieux d'arrêter de fumer, il n'arrête pas de fumer. Et ouais, c'est difficile. Et je pense que le parallèle est le même. C'est mieux pour nous d'arrêter de consommer des hydrocarbures, mais c'est difficile parce qu'on est dans des mauvaises habitudes. Maintenant, par rapport à la décroissance, c'est possible d'avoir une croissance économique et de réduire notre consommation d'énergie. L'Allemagne a fait ça, le Danemark fait ça depuis 20 ans. Depuis 20 et 30 ans, en Allemagne et au Danemark, ils ont une croissance démographique, une croissance économique et leur consommation absolue de pétrole diminue et leur consommation d'hydrocarbures diminue de manière absolue et les émissions de gaz à effet de serre absolues diminuent, même si on prend en compte les importations de biens et services. Ce n'est pas parce qu'ils ont délocalisé des industries que ça diminue, même si vous intégrez et que vous faites des bilans basés sur la consommation des Allemands et des Danois, ça diminue. C'est possible de faire un découplage de la croissance et de la consommation d'énergie et de biens matériels. C'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, c'est ça qui me rend optimiste. Une autre raison de mon optimisme, c'est notre niveau d'inefficacité. On est tellement inefficace, on dilapide tellement notre énergie dans des futilités que c'est possible de diminuer notre consommation d'énergie en réorientant notre consommation vers des bâtiments efficaces, une mobilité efficace. Et puis après, au lieu de dépenser notre argent pour des biens qui émettent des gaz à effet de serre, encore une fois, on va dépenser notre argent pour la croissance économique, mais dans des services aux citoyens. On va payer les professeurs, on va payer les artistes, on va payer les travailleurs sociaux. Ça va faire une croissance du niveau de service, de notre qualité de vie. L'économie va se développer autour de services et ces services-là vont faire croître l'économie sans avoir un impact matériel et environnemental problématique. Et on va réussir avec l'économie circulaire et en recyclant les biens matériels qu'on va faire, on va avoir le même niveau de vie, mais un mode de vie différent. Donc, notre niveau de vie, en fait, je pense qu'il peut augmenter. C'est notre style de vie et notre mode de vie qui va changer. Mais le niveau de vie
va rester le même et la croissance intellectuelle, la croissance de la spiritualité, la croissance artistique, la croissance sociale, ça, ce sont des choses qui fondamentalement n'ont pas de limite physique et peuvent continuer d'augmenter. Et c'est pour ça que je ne suis pas, je pense que la décroissance est essentielle pour de la pollution des gaz à effet de serre, mais pas la décroissance de l'économie. Merci, M. Merci. Je pense que ça vaudrait la peine, ça, la question du découplage, là, ça vaudrait la peine de faire l'objet d'un débat en soi, là. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je vais passer la parole à Amal pour le mot de la fin. Oui, Amal? Vous êtes encore en sourdine, Amal. OK, voilà. Nos vifs remerciements à M. Pierre-Olivier Pinault d'avoir accepté notre invitation et pour ses efforts de collaborer avec le comité organisateur. Cet effort intéressant de prendre connaissance du bilan énergétique du Québec 2018 et de comprendre que nous pouvons moins consommer. C'est la leçon tirée de la COVID. D'ailleurs, cette leçon est très positive pour notre lutte contre les changements climatiques, mais n'est pas la seule. Monsieur Pierre-Olivier Pinault confirme également qu'ensemble, citoyens, société civile, politiciens, nous sommes une force inouïe pour rétablir nos climats local, régional et global. Cette union est essentielle pour une relance post-Covid. Encore, merci pour cette intéressante et constructive conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et très bonne Assemblée générale. Passez au travers, ça vaut la peine. Merci, M. Pinault. Merci à tout le monde. On va prendre une brève pause de 2-3 minutes. Pour une fois, là, on va vous remercier aussi pour ça. M. Pinault, on est dans le temps. D'habitude, on déborde toujours, mais là, on a réussi à respecter l'horaire. Merci à vous et à tout le monde là, qui a été discipliné dans les échanges. Donc, une petite pause de 2